Rebonjour tout le monde, et encore moi avec une autre capsule, cette fois-ci pour le début de la nomenclature des composés inorganiques. Donc je vous dirais que, par expérience, la nomenclature est une des parties où est-ce que les étudiants travaillent le plus. Donc je vais essayer de vous aider ici là, pour faire la nomenclature correctement. Comme je disais tout à l'heure dans une autre capsule, les composés se divisent en deux grandes catégories. Soit les composés ioniques avec la présence d'un métal, ou les composés covalents avec seulement des non-métaux. La première partie que je vais faire présentement, c'est avec des composés qui vont avoir un métal, donc la nomenclature des composés ioniques. Et ça commence par la nomenclature des ions en tant que tels. Bon, je ne crois pas que je vais faire la lecture complète de ceci pour vous, dans le sens que je crois que vous êtes capable de le faire, mais je vais quand même mentionner quelques petites choses que je trouve importantes, donc des références à des tableaux, entre autres, où est-ce que vous allez pouvoir vous démêler peut-être plus rapidement. Si on regarde la nomenclature des ions, ici, ce qu'on dit, c'est que les ions qui sont monoatomiques et qui sont... ah merde, on recommence. Des ions de métaux. Donc, vous allez pouvoir les nommer tels que tels. J'attire votre attention sur ce tableau-ci. Comme quoi, on voit le nom des métaux qui sont là. Ce que ça veut dire, c'est qu'un ion qui est dérivé d'un métal, donc un métal chargé positivement, en fait, il ne change pas de nom. L'aluminium, qui soit 0 ou 3+, va toujours garder le nom aluminium. C'est juste qu'on met le nom ion avant, ou le mot ion, ce qui va nous permettre de faire la différence. Donc, quand on parle du cuivre, du fer, et ainsi de suite, bien, ça garde le même nom. Cependant, comme vous pouvez voir, il y a certains de ces noms-là qui ont une parenthèse avec un chiffre romain dedans. Ces chiffres-là, en fait, viennent quand on a des métaux de transition. Donc, je mentionnais dans une précédente capsule qu'il faut bien faire la différence dans certaines régions du tableau périodique. Et j'avais parlé des métaux de transition, qui sont les métaux qui sont au centre du tableau périodique. Donc, quand vous identifiez un métal qui va être dans cette région-là, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut toujours avoir un tableau périodique sous la main pour être capable de savoir où est-ce qu'il se trouve, parce qu'on peut pas deviner, là, vous les savez pas tous par cœur, puis moi non plus. Donc, il faut regarder. Et quand le métal se retrouve dans la région centrale des colonnes 3 à 12 du tableau périodique, c'est un métal de transition. Quand on fait de la nomenclature avec, eh bien, ce qu'il faut mettre entre parenthèses, c'est la charge du métal. Donc, du Fe3+, c'est un ion fer 3. Donc, c'est comme ça qu'on dit à l'oral. Et quand on l'écrit, bien, en mots, il faut absolument mettre entre parenthèses la charge de notre métal. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les métaux de transition vont pouvoir posséder plusieurs charges et ils n'ont pas toutes les charges en même temps. Donc, il va falloir déterminer quelle charge a notre métal de transition. Et c'est avec le reste du composé qu'on va être capable de faire la déduction. Donc, quand on voit un composé avec du fer, bien, c'est pas dit qu'on va savoir c'est quoi la charge du fer après ma barre. Il va falloir la déduire à l'aide de la méthode qui a été mentionnée dans une précédente capsule, celle-là des degrés d'oxydation. Donc, c'est à ça que ça servait. Si le métal n'est pas dans les métaux de transition, comme l'aluminium, le sodium, bien, ou le magnésium, mais vous voyez qu'il n'y a pas de parenthèse au bout. C'est parce que ces métaux-là sont dans les éléments représentatifs. Donc, les représentatifs ne prendront pas de parenthèse. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire la différence entre les deux régions que je viens de mentionner, transition et représentatif. Donc, ça, c'est pour ce qui est des ions positifs, les cations. Vous avez ici deux cas particuliers, l'ion oxonium et l'ion ammonium, qui sont des ions avec des non-métaux qui sont positifs. Donc, ils jouent le rôle d'un métal d'habitude là, dans les composés. Quand on parle des anions, il y a des anions avec, en fait, on va dire qu'il y a des anions qui sont sans oxygène. On appelle ça des anions monoatomiques. Et ils vont avoir une terminaison en ure, comme bromure, fluorure et chlorure. Les ions polyatomiques, vous avez ici un tableau qui fait le résumé de ces ions-là. Souvent, on demande aux étudiants d'apprendre en partie ou en totalité ce tableau-là. Nous autres, puisqu'on est en formation à distance et que c'est des évaluations à livre ouvert, vous n'aurez pas à les apprendre par cœur, tant mieux. Et vous allez pouvoir utiliser le tableau ici comme étant une référence.
Ce sont des paquets d'atomes qui sont chargés négativement et qui ont des charges précises, comme vous pouvez voir, et qui possèdent des noms qui leur sont propres. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça, vous avez votre liste et vous allez pouvoir l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de cette présentation-là, très très courte, je vais tout de suite aller dans les exemples pour vous montrer comment on fait de la nomenclature de composés ioniques. Avant même les composés, voici un exemple, ou en fait une liste de suffixes et de préfixes qu'on va rencontrer en nomenclature, et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, les premiers suffixes qu'on va voir, quand un ion se termine en ure, donc quand on voit la terminaison ure, c'est un anion qui est sans oxygène. Donc, par exemple, chlorure. Donc, on va voir chlorure, là. Le URE veut dire sans oxygène, et il prend la charge usuelle qu'il doit avoir. Donc, c'est les degrés d'oxydation de référence qui étaient dans une autre capsule aussi. Donc, le chlorure, c'est Cl-. Une autre terminaison que vous allez voir, c'est les ates. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est un ion, mais qui contient de l'oxygène. Par exemple, sulfate, SO4, 2-. C'est pas sulfure, c'est sulfate à cause de la présence de l'oxygène. Et vous avez le tableau pour pouvoir vous référer, là, pour se souvenir c'est quoi un sulfate. S'il existe des ates, c'est qu'il existe aussi des it. Donc le terminaison, le suffixe it, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un oxygène de moins que l'ion en ate. Là, ici, il faut les mettre en relation. Si on a un sulfate qui est SO4, 2-, ben l'ion sulfite, c'est SO3, 2-. J'attire l'attention sur deux choses. Premièrement, sur le fait qu'il y a un oxygène de moins. Et deuxièmement, que la charge totale n'a pas changé. Donc, c'est la différence entre sulfate et sulfite quand on fait la nomenclature. Donc, ça, ce sont des suffixes habituels. Pour ce qui est des préfixes, vous allez voir apparaître des préfixes comme pair. Pair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un oxygène de plus que l'ion en ate. Par exemple, perchlorate. Vous allez voir dans votre liste qu'il existe le nom chlorate ou l'ion chlorate qui est ClO3-. Ben, le préfixe pair veut dire un oxygène de plus que celui qui se termine en ate tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on a ClO4-. Le préfixe hypo veut dire un oxygène de moins que le it. Donc, ici, quand on regarde dans la liste, il y a l'ion chlorite qui existe, qui est ClO2-. Et à ce moment-ci, le préfixe hypo, c'est un oxygène de moins qui est placé dans l'ion. Et finalement, le préfixe thio. Donc, thio qui veut dire remplace un oxygène par un soufre, comme dans l'ion thiosulfate. Donc, si on a sulfate SO4, 2-, l'ion thiosulfate, c'est S2O3, 2-. J'ai enlevé un oxygène, j'ai rajouté un soufre. C'est pour ça qu'on arrive à S2O3. Donc, voici pour quelques parties de vocabulaire que vous allez voir dans cette nomenclature. Ensuite de ça, voici quelques exemples et la méthode qu'on peut utiliser pour déterminer là, la nomenclature ou les noms des composés ioniques. Si on commence par un composé comme le NaNO3, bien, ce qu'il faut faire pour bien nommer un composé, c'est qu'il faut toujours séparer le composé après le métal. Donc, autrement dit, je fais apparaître ici un trait, là. Il faut toujours regarder qu'est-ce qui est à gauche et à droite de la séparation après le métal. Ici, on a un ion Na d'un côté, puis tout ce qui est à droite, le NO2, va devoir rester ensemble et ça forme un tout du côté droit. Ce qui veut dire qu'après la séparation, bien, je me remplace avec un ion qui est le Na+, et l'autre ion qui est le NO2-. Donc, comment je fais pour savoir ceci? Bien, premièrement, pour le Na, ça, c'est un degré d'oxydation qu'il faut savoir. Première colonne, les alcalins, ils sont toujours plus 1. Donc, le sodium va être un ion plus 1. Le NO2, je dois aller voir dans mon tableau de référence pour les ions polyatomiques négatifs. Et ce que je me rends compte, c'est que l'ion NO2 a une charge moins 1. Donc, il faut que je l'écrive en tant que tel. Donc, ça nous donne du NaNO2. C'est la séparation que je peux en faire ici. Ensuite, bien, j'utilise les tableaux de référence et les informations connues pour déterminer le nom du composé. L'ion NO2- s'appelle le nitrite et l'ion Na+ s'appelle le sodium. Donc, à ce moment-là, ce composé-là s'appelle le nitrite de sodium. On le lit là, de droite à gauche pour nommer les ions. Donc, voici un premier exemple. Un deuxième, vous avez ici du K2CO3. Bien, on fait la même chose. On coupe
au métal. Et ici, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut identifier correctement qu'est-ce qu'on a à gauche, qu'est-ce qu'on a à droite. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Bien, ça veut dire qu'on le 2 qui est là, ça veut dire qu'on a 2 fois l'ion K+. Donc, ici, il faut que j'aille déduire que l'ion K+, c'est un alcalin, il a une charge +1, et il se retrouve sous la forme K+, une fois séparé. Donc, le 2 qui est en bas ici devient multiplicatif pour l'ion K+. Donc, c'est comme ça qu'on sépare correctement le composé. Et après ça, dans la liste, on voit que l'ion CO3 2-, en fait, l'ion que vous allez voir comme étant le carbonate, bien, le CO3 a une charge de 2-. Donc, il s'agit de l'écrire correctement et de l'identifier en tant que tel. Ensuite, bien, vous utilisez les tableaux et les informations connues, et on va nommer ce composé-là le carbonate de potassium. Et attention, une erreur très, très fréquente, c'est de mettre des préfixes multiplicatifs dans les composés ioniques. C'est une erreur. Malheureusement, c'est montré dans plusieurs écoles secondaires, entre autres, là, mais c'est une erreur de mettre, par exemple, carbonate de dipotassium. Ça, c'est vraiment une faute. Il faut faire attention, là. La vraie nomenclature, il n'y a pas de multiplication comme ça. On va dire carbonate de potassium uniquement. Donc, c'est important de le nommer en tant que tel. Ensuite, si je regarde ce composé-là, qui est un petit peu plus complexe, mais on va faire toujours la même technique. On va séparer après le métal. Et comme je disais tout à l'heure, le petit 3 qui est là devient multiplicatif. Fait que je vais voir l'ion Mg. Je l'identifie dans mon tableau périodique. Je me rends compte qu'il est dans la deuxième colonne du tableau périodique. Ça veut dire que c'est un ion Mg2+, parce que c'est sa charge usuelle, la deuxième colonne. Le 3 devient multiplicatif devant. Donc, vous avez ici 3 fois l'ion Mg2+, qui s'appelle l'ion magnésium. Et ensuite de ça, dans la parenthèse, vous avez 2 fois, en fait, l'ion PO4 3-. En utilisant les infos connues, bien, on arrive avec le nom phosphate de magnésium. Et encore une fois, il n'y a pas de préfixe multiplicatif. Il faut vraiment juste dire le nom de l'ion de droite et le nom de l'ion de gauche pour pouvoir faire le bon composé. Donc, phosphate de magnésium. Un petit dernier, donc du CuSO4, Cu2SO4, pardon. Donc, si je regarde ce composé-là, toujours la même technique, je vais séparer au métal. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier à quel endroit le Cu est dans mon tableau périodique. Je me rends compte que c'est un métal de transition. Donc, le cuivre étant un métal de transition, je ne sais pas c'est quoi sa charge. Donc, je vais devoir la déduire à l'aide d'autres informations. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 fois le cuivre dans le composé, mais je ne connais pas sa charge encore. Ce qui veut dire que je dois passer par un autre chemin pour savoir c'est quoi la charge du cuivre. C'est le fait qu'on connaît le SO4 2-. Avec le tableau qui est fourni, on sait que la charge du sulfate, c'est 2-. Donc, pour neutraliser le composé, je suis obligé d'avoir 2 fois cuivre plus 1 pour avoir une charge de 0 à la fin. Une fois que j'utilise ces informations-là, je vais arriver avec du sulfate de cuivre 1 et je suis obligé de préciser la charge du métal de transition entre parenthèses en chiffres romains. Sinon, on peut pas savoir, on peut pas deviner c'est quoi sa charge. Donc, c'est important pour nous de le mentionner au lecteur qui va lire le nom du composé. Donc, sulfate de cuivre 1, ça serait le nom du composé qui est ici. Donc, voici quelques exemples comment nommer les composés. Et peut-être quelques-uns aussi pour écrire un composé ionique. C'est-à-dire, par exemple, si c'est écrit thiosulfate d'aluminium, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, il va falloir que j'écrive le bon composé. Il faut vraiment y aller une étape à la fois. Si vous regardez l'ion thiosulfate dans votre tableau, c'est S2O3 2-. Donc, à ce moment-là, je prends ça en note. Ensuite de ça, l'aluminium, ben, l'aluminium, c'est une des charges usuelles qu'on doit connaître. C'est-à-dire que l'aluminium est toujours 3+. Donc, je mets ça sur papier. Ensuite de ça, il faut que j'équilibre les charges. Donc, c'est ça la règle pour écrire le composé ionique en tant que tel. Donc, il faut que je multiplie les ions. Pour avoir des charges égales, ça me prend 6- et 6+ au total pour arriver à 0. Ce qui veut dire que le composé, ça va être du Al2, S2O3 3 fois. C'est comme ça qu'on dirait à l'oral. Parce que ça me prend 3 fois le paquet S2O3 pour avoir 6- et 2 fois l'ion Al3+, pour avoir 6+, pour être capable d'avoir un composé qui est neutre. Donc, voici comment on fait
l'écriture d'un composé. Un petit dernier, par exemple, on a ici l'hydroxyde de manganèse 4. Donc ici, il y a des informations. Premièrement, l'ion hydroxyde, on va aller chercher qu'est-ce que c'est dans notre tableau. Et le manganèse 4, ben pourquoi il y a une parenthèse ici? Ben c'est censé nous donner l'indice que c'est un élément de transition, donc un métal de transition. En effet, le manganèse est à l'intérieur de cette région. L'ion hydroxyde, c'est OH-, ça c'est fourni dans notre tableau. Et le manganèse 4, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est du Mn4+. Donc le 4 qui est là se traduit directement pour le 4+ ici. Donc à ce moment-là, ça va vous permettre là, de savoir c'est quoi la charge de chacun. Et ensuite de ça, bien, on va neutraliser les charges et ça va nous permettre de dire que pour 1 Mn, on a besoin de 4 OH-. Donc on va multiplier le paquet OH- 4 fois en le mettant en parenthèse et en le collant ensuite sur le Mn4+. C'est donc les façons pour écrire et nommer des composés ioniques.